C'est toujours un gros stress. Pour ceux qui me suivent un peu et qui savent que je fais pas mal de conférences, je vous le dis, je suis toujours méga stressé au début des confs. Donc, je pose. Là, j'ai même pas préparé mes petites notes en plus. J'arrive. Ok, c'est bon. On est setup. Tout le monde m'entend bien, c'est bon? Ok, nickel. Donc écoutez, moi je suis créateur de contenu depuis 2 ans sous le nom de Jocariz. Je m'intéresse énormément à la creator economy et je voulais donc profiter de cette occasion pour vous faire une keynote un peu sur ce que c'est que la creator economy. Donc vous l'avez compris, je suis vraiment pas un expert du sujet, ça fait 2 ans que je bosse là-dedans. Mais voilà, je voulais vous présenter un peu ce que j'ai pu apprendre en 2 ans sur ce secteur qui est, à mon avis, passionnant. Il y a 2 ans, donc en février 2022, j'ai décidé je bossais dans une banque américaine depuis 7 ans et j'ai décidé de quitter mon taf pour aller dans la creator economy en tant que créateur de contenu. Je pense que rétrospectivement, il y a plein de trucs qui m'ont attiré dans la creator economy. Mais en fait, le truc principal, c'est l'authenticité. En fait, je venais du monde corporate. Dans le monde corporate, je ne sais pas si vous bossez en entreprise ou quoi, il y a énormément de bullshit. Okay, il y a énormément de langue de bois, personne dit ce qu'il pense. Et en fait, la creator economy, le truc qui est révolutionnaire, le truc qui fait émerger la creator economy comme un nouveau média aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est un des rares secteurs où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Okay, ils peuvent être authentiques. Et ce truc-là, d'avoir le droit de dire ce que tu penses, c'est un luxe énorme. Il y a très très peu de gens qui ont le droit de dire ça. Si vous regardez aujourd'hui, pourquoi François Civil, il décide d'aller faire la promo des 3 Mousquetaires sur la chaîne de Squeezie sur YouTube? Parce que même un François Civil, en fait, dans sa vie, il a peu d'occasions où il peut dire vraiment ce qu'il pense. Quand il est acteur, bien sûr, il n'est pas lui-même. Quand il est en conférence de presse, il n'est pas lui-même non plus. Donc voilà, donc je pense que ce truc-là est priceless. Et c'est ce qui distingue vraiment la creator economy du reste. Et je pense que dans l'histoire, à chaque fois, un truc emmène son contraire. Je pense que les dernières années, on a eu beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de défiance des gens. Et je pense que c'est pour ça que des créateurs de contenu, des influenceurs émergent. J'en profite, petite digression, la différence entre créateur de contenu et influenceur. Alors, moi, je pense que toutes les personnes qui font mon métier préfèrent dire créateur de contenu. C'est plus noble, ça montre quelle est notre valeur ajoutée. Influenceur, c'est connoté très péjorativement. Surtout depuis que Booba est passé par là. Donc voilà, les gens ne disent pas influenceur. Après, les puristes vous diront un créateur de contenu, c'est quelqu'un qui s'efface derrière le contenu qu'il produit, alors qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui incarne le contenu qu'il produit et qui met sa personnalité et tout ça dans son contenu. Ok, alors maintenant en chiffres. Il y a une étude du coup de Goldman Sachs, forcément, qui est sortie en 2023 sur les chiffres de la creator economy en 2022. Ils ont estimé que la creator economy, sur l'année 2022, c'est 250 milliards de dollars. Alors, j'ai toujours pas défini le terme creator economy, justement parce que c'est assez flou. Pour moi, la creator economy, ce que c'est une économie de plateforme où il y a des créateurs de contenu indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas salariés par la plateforme, qui viennent déposer du contenu innovant tous les jours et qui font eux-mêmes venir leurs viewers sur ces plateformes. Ce truc-là est révolutionnaire. Goldman Sachs, ce qui est intéressant, c'est que les 250 milliards de dollars de la creator economy, pour eux, c'est juste les revenus des créateurs de contenu. D'accord? Donc ils ne prennent pas en compte l'argent des plateformes. 2023, YouTube a déclaré 32 milliards de revenus sur l'année. Ce n'est pas pris en compte dans l'étude de Goldman Sachs, par exemple. Les business des agences, les boîtes de prod, les monteurs, les graphistes, tout ça, ce n'est pas pris en compte. Goldman, ils disent 250 milliards, c'est les revenus de tous les créateurs de contenu. Alors comment ils arrivent à ce chiffre? Ils ont estimé qu'il y avait 50 millions de créateurs de contenu dans le monde. Sur les 50 millions, il y en a 2 millions qui gagnent plus de 100 000 $ par an et 48 millions qui gagnent moins. Et pour être très conservateur, sur les 2 millions qui gagnent plus de 100 000 $ par an, ils ont dit les revenus moyens de ceux-là, c'est 100 000 $, donc le minimum. Et les 48 millions qui gagnent moins de 100 000 $ par an, ils se sont dit le revenu moyen, c'est 1 000 $. Ok? Donc ça fait, si je ne dis pas de conneries, normalement j'ai préparé les calculs, mais donc on a 2 millions fois 100 000 $, ça fait 200 milliards, et 48 millions fois 1 000 $, ça fait 48 milliards, et donc ils arrivent à un chiffre total de 248 milliards de dollars. Okay, encore une fois, juste sur les revenus des créateurs de contenu. L'autre truc qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'il prévoit une croissance donc, des créateurs de contenu et donc de cette manne de revenus de 15% par an. 15% par an, ça veut dire qu'en 5 ans, ça aura doublé. Donc encore une fois, l'étude a été faite en 2023 sur les chiffres de 2022. Donc c'est-à-dire que d'ici 2027, Goldman prévoit que ce marché va passer de 250 milliards
à 500 milliards de dollars. Donc une fois que je vous ai dit ça, peut-être que vous comprenez pourquoi la creator economy, c'est le théâtre de la battle entre les plus grosses boîtes du monde. Google à YouTube, Amazon à Twitch et Prime Video, Apple à Apple Podcast. Peut-être que vous dites oui, mais les podcasts c'est éclaté au sol. Les podcasts, le business du podcast aux US, c'est 2 milliards de dollars. Donc tous les revenus marketing des podcasteurs, c'est 2 milliards de dollars. Je vous ai mis des petites affiches là, par exemple Diary of a CEO, qui est un des plus gros podcasts aux US, Joe Rogan. Ces gars-là, quand ils vendent une exclusivité à Spotify, pour que leur contenu soit que sur Spotify par exemple, on estime que ça vaut entre 20 et 30 millions par an l'exclu. Donc voilà, on n'est pas du tout encore à ces chiffres-là en France, mais c'est important. C'est une industrie complètement à part entière de la creator economy, le podcast. Donc Apple Podcast, Amazon j'en ai parlé, Google j'en ai parlé, qui j'oublie, Meta qui ont Instagram et Facebook, Spotify, voilà, toutes les plus grosses boîtes du monde sont sur ce secteur-là parce qu'elles ont compris que c'est un secteur qui est en pleine croissance et que c'est hyper important de se positionner dessus. Alors, comment les influenceurs, comment les créateurs de contenu gagnent leur argent? Il y a plein de manières de gagner de l'argent pour les créateurs de contenu, mais en fait, la principale, pour la plupart des créateurs, selon l'étude, pour 70% des créateurs, la manière dont ils gagnent le plus d'argent, c'est ce qu'on appelle l'influencing. C'est-à-dire un partenariat entre un annonceur et un créateur de contenu. Et l'argent, en fait, ne passe pas par la plateforme. Ça, c'est important de le comprendre. Les autres manières de gagner de l'argent, les gros créateurs, forcément, c'est les revenus publicitaires. Les revenus publicitaires, par exemple, qu'il y a sur YouTube, sur Twitch. Donc ça, ce qu'on appelle les pré-rolls. En général, c'est 50-50 entre YouTube et le créateur de contenu là-dessus. Il n'y a que 7% des créateurs dont c'est le revenu majoritaire, ça. Et ensuite, il y a tous les side business, le merchandising, avoir son propre side business, c'est-à-dire créer une entreprise à côté et profiter de son influence pour faire fructifier son entreprise. Les liens d'affiliation, par exemple, je vous propose un code promo pour un produit et en fait, le discount que la marque est prête à faire, on va se le partager tous les deux. Vous avez 15% de discount et moi, je gagne peut-être 5-10% sur chacun des achats que vous faites. Donc voilà un peu tous les moyens de gagner de l'argent pour les créateurs de contenu. Du coup, une fois que vous captez ça, je peux un peu débunker le mythe que dans la creator economy, c'est les plateformes qui se gavent et les créateurs qui se font douiller. En fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça en réalité. Si on prend l'exemple de Twitch, Twitch c'est une plateforme qui est méga challengée. Héberger du contenu en live, ça coûte plusieurs milliards. Okay, à côté de ça, Amazon, il y a eu des cost-cutting importants. Donc c'est des vendeurs Amazon qui ont récupéré l'espace publicitaire de Twitch, qui ne savent pas forcément comment ça marche, qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Donc c'est pour ça que vous voyez Twitch, il y a Kik qui est arrivé en face, qui n'arrête pas de les provoquer, il n'y a pas vraiment de réaction. Il y a YouTube qui s'est positionné sur le live, c'est-à-dire vraiment le terrain de Twitch. Ils n'ont pas vraiment réagi. Donc ouais, leur business model est vraiment challengé à Twitch et ils essayent de se dire, ok, comment est-ce qu'on peut profiter de cette manne financière, de l'influencing qui passe directement, encore une fois, des annonceurs aux créateurs de contenu. Il y a un an, il y a eu un méga bad buzz sur Twitch, je ne sais pas si vous avez suivi. Twitch a annoncé, ok, on va empêcher les créateurs de faire ça, c'est-à-dire de faire des placements de produits, de l'influencing sur la plateforme. Énorme levée de bouclier des créateurs de contenu parce que, comme je vous l'ai dit, c'est là qu'ils gagnent la majeure partie de leur oseille. Moi, pour vous donner les chiffres en toute transparence de mon côté, alors moi je suis ce qu'on appelle un micro-influenceur, c'est-à-dire que j'ai entre 10 000 et 100 000 abonnés en gros. Je dis moi, mais bien sûr on a une boîte, il y a mon associé qui est quelque part, je ne sais pas où il est. Et on a un monteur, un graphiste, on bosse avec une agence, une boîte de prod qui sont en train de prendre des images aussi. Le chiffre d'affaires de la boîte, c'est 300K cette année. Enfin, on espère, on est en bonne passe pour réaliser les 300K de CA. Les revenus qu'on fait sur les plateformes, c'est entre 1500 et 2000 euros par mois, je crois. Donc voilà, c'est une toute petite partie. Donc ça fait, mettons, 20K sur l'année, 25K sur 300K. Ça fait un peu moins de 10%. Voilà. Donc ensuite, maintenant que je vous ai parlé de ça, je vous ai dit donc le truc le plus important dans la creator economy, là où il y a le plus d'argent, c'est l'influencing, les placements de produits. Donc je voudrais faire un peu un focus là-dessus. Alors, c'est un truc hyper paradoxal en fait, parce que ce qui a marché pour la creator economy, ce qui a fait son émergence, c'est l'authenticité. Okay, et du coup, les marques veulent se positionner sur l'influencing, c'est-à-dire elles veulent que les créateurs de contenu fassent des placements de produits. Donc on voit tout de suite qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire comment j'arrive à rester authentique et à placer un produit, placer une marque. Okay, je vais vous parler d'un bad buzz que j'ai fait récemment. J'ai fait un placement de produit avec une marque qui s'appelle Trade Republic. Trade Republic, c'est quoi? C'est une néobanque qui vendent principalement ce qu'on appelle des trackers, c'est-à-dire des ETF sur le CAC 40, l'Eurostoxx. Ces trackers-là, si vous voulez, les marges que prennent les sociétés qui gèrent les trackers, c'est à peu près 0,20%.
Moi, j'ai passé toute ma vie à vendre des produits de merde qui sont margés 12%. Donc, le produit Trade Republic, j'y croyais à fond. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé les voir. C'était une démarche qui venait de ma part. Et j'ai demandé au directeur Europe de Trade Republic, Mathias Bacchino, de passer sur ma chaîne. Moi, je fais des interviews de 2h30. Et j'ai respecté la ligne éditoriale de ma chaîne, c'est-à-dire interviewer le gars de manière très authentique sur son parcours, sa carrière, tout ça. Méga bad buzz de la commu qui m'a dit « Ok, Jocaris, c'est bon, t'es devenu un vendu, voilà, t'as fait ce truc-là juste pour gagner de l'argent dessus. » En fait, moi, de mon point de vue, comme chaque euro que je gagne via de l'influencing, je suis obligé d'être très transparent dessus avec ma communauté, bah, je me disais ma communauté va comprendre que si je fais ce placement de produit, c'est que je crois de ouf en la marque que je place. Et ce que m'a répondu ma communauté, et je pense que j'avais tort et ils ont raison, c'est qu'ils m'ont dit bah non, il y a un principe de déontologie un peu de base, c'est que tu ne peux pas inviter un gars qui parle dans la vidéo, qui est aussi le sponsor de la vidéo. C'est-à-dire que le gars est en fait juge et partie de la vidéo. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, je ne suis vraiment pas un expert du sujet et j'apprends de mes erreurs, mais ce que je me dis, c'est que pour mes prochains partenariats, je pense qu'il faut que ça soit un truc tripartite et que j'interviewe quelqu'un et que je fasse à un moment arriver le sponsor de manière smooth pour que ça soit crédible et pour que toute l'interview soit crédible. Ok, quatrième point dont je voulais vous parler, on a beaucoup parlé de business, il y a un truc qui est très important dont tout le monde parle dans la creator economy, c'est les algorithmes. Okay, il y a un peu tout un fantasme autour des algorithmes qui évoluent tout le temps, qui sont hyper compliqués et tout ça. En réalité, je vais vous dire un secret de Polichinelle. Les algorithmes, c'est à peu près le même sur toutes les plateformes et il n'y a à peu près qu'une métrique qui regarde. Okay, je vulgarise. Je fais comme si on faisait une analyse en composantes principales, il y a un facteur qui explique 80% de ce qui se passe, quoi. Ce facteur-là, ce qu'il regarde, c'est l'average watch time duration, la AWD, okay, le temps moyen passé sur un contenu. Une fois que vous avez compris ça, le truc qui m'a pris beaucoup de temps à capter, alors qu'il est tout simple, c'est le funnel d'attention. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple de YouTube. Vous êtes en train de scroller sur votre téléphone sur YouTube. La première étape de mon funnel d'attention, c'est la miniature. Okay, je suis en train de scroller, il y a une miniature qui me hook. Je regarde, je me dis, ok, c'est qui ce connard? Je connais pas, ok, je clique dessus. Par exemple, moi, je me suis beaucoup demandé, est-ce qu'il fallait que je mette ma gueule sur mes miniatures ou est-ce que le fait de mettre ma tête sur la miniature, bah, ça a repoussé les gens parce qu'ils se disent, ah bah, c'est une tête d'un gars que je connais pas, donc je clique pas. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle d'A/B testing pour tester plein de miniatures différentes. Première étape du funnel. Ensuite, deuxième étape sur laquelle j'ai énormément bossé et qui m'a permis de faire vraiment décoller ma chaîne, c'est une fois que vous avez cliqué sur la miniature, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous dites, ok, je lui donne, allez, 1 minute au gars pour voir s'il va me faire un contenu intéressant. Sans que je vous en parlerai un peu à la fin du contenu que je produis, moi, c'est des vidéos de 2h30. Donc il faut vraiment se les coltiner. Donc en fait, ce que je fais, c'est que pendant ma première minute de vidéo, je vais vous faire un peu une promesse de vente de « Ok, si tu restes 2h30 avec moi pendant cette interview, il va se passer ça, ça et ça, et tu vas apprendre plein de trucs. » À partir du moment où j'ai réussi à bosser sur ma première minute de vidéo, les stats ont vraiment explosé. C'est-à-dire que la durée moyenne, du coup, a vraiment monté. Du coup, comme la durée moyenne monte, bah, YouTube, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment la miniature à plus de gens, ça arrive dans le feed de plus de personnes, et du coup, mécaniquement, je fais beaucoup plus de vues. Ensuite, l'étape d'après dans le funnel d'attention, donc plus on avance dans le funnel d'attention, plus on est en train de gagner la confiance du viewer qui se dit « Ok, ce gars me bullshit pas trop, il y a quand même du contenu intéressant, ok, je vais rester un peu plus de temps. » Donc, plus on avance, plus c'est facile, en gros, de le garder avec nous. Et ensuite, bah, c'est des trucs vieux comme le monde. Par exemple, les médias, qui sont quand même encore beaucoup plus professionnels que les créateurs de contenu, le savent très bien. Je ne sais pas si vous regardez la Star Academy, Nico Sayagas, il fait ça tout le temps. Pendant son émission, il y a des hooks tout le temps pour vous garder avec lui, quoi. Il est là, il est en mode « Ok, Magali, t'es avec les candidats dans le bus. Ok, ok. Alors, dans un instant, Magali, on revient avec toi. On revient avec Magali dans 10 minutes. Mais tout de suite, on est avec Maître Gims qui va nous raconter ce qu'il a fait. » Ça se passe comme ça. Donc, il y a plein de hooks successifs. Et ça, moi, j'essaye de faire ça le plus possible dans mon contenu. Donc voilà, comprendre ce funnel d'attention, peut-être que ça vous paraît très simple, mais je vous promets que c'est la même chose sur toutes les plateformes. Par exemple, sur LinkedIn, il y avait un mythe il y a quelques années que ah ouais, LinkedIn c'est compliqué parce que il faut que j'arrive à faire un contenu où les gens sont à l'aise de liker ce que les autres vont voir qu'ils like. Okay, par exemple, si je fais un post sur les managers hyper toxiques, c'est relou, bah, les gens vont pas oser le liker parce que leur manager hyper toxique va se rendre compte qu'il a liké ce post-là. La réalité, c'est que moi, j'ai fait pas mal d'A/B testing sur LinkedIn. Ça marche pas comme ça. Par exemple, récemment,
j'ai fait un post où j'ai pas mal trashé les banques, donc il n'y avait pas beaucoup de likes sur le post. Par contre, le post, il a cartonné. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a pas mal de banquiers qui ont regardé mon post, ils sont bien gardés de liker, mais ils se sont dit, putain, qu'est-ce qu'il raconte encore ce connard? Donc, si vous arrivez à garder les gens hook sur votre contenu, quelle que soit la plateforme, c'est ce que veut la plateforme. La plateforme, ils veulent quoi? Netflix, il disait, mon seul concurrent, c'est le sommeil des gens, quoi. Ils veulent que vous restiez sur la plateforme le plus longtemps. Je fais pas, d'ailleurs, petite digression, j'ai pas prévu dans cette conférence, j'ai pas fait de trucs sur tous les problèmes que ça peut générer pour la santé mentale et tout ça. Il y en a, bien sûr. Malheureusement, c'est pas dans la conf, donc peut-être ça va vous paraître un peu one-sided, mais bien sûr, il y en a. Bien sûr, il y a des déboires, et voilà, il faut utiliser la création de contenu de la bonne manière. Mais je pense vraiment pas qu'il faut être dans l'approche où il y a plein de personnes qui sont comme ça, qui balayent le truc d'un revers de main en mode c'est des trucs complètement débiles, ça n'a aucun intérêt. Non, c'est le nouveau média, c'est là, ça arrive de plus en plus fort. Les jeunes ont adopté cette technologie, ça se décale d'année en année, non seulement parce que les jeunes vieillissent, mais aussi parce que les générations d'au-dessus l'adoptent. Donc voilà, il faut se dire ce truc-là est là, qu'est-ce qu'on en fait pour adopter au mieux ce truc-là? Ok, pour le moment je suis dans les temps. Ensuite, voilà, je voulais vous parler un peu, maintenant qu'on a compris le funnel d'attention, de ce qui, selon moi, arrive comme nouvelle tendance dans la creator economy. Qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Je pense que ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la creator economy, en fait, ça concerne plus uniquement les créateurs de contenu et tout l'écosystème autour dont j'ai parlé, des plateformes, des agences, des boîtes de prod, des monteurs, des graphistes. Aujourd'hui, en fait, le premier cercle au-dessus des créateurs de contenu qui s'est mis à adopter la creator economy, c'est les entrepreneurs. Okay, les entrepreneurs, ils sont mis à faire ce qu'on appelle du personal branding, et ils se sont dit, je vais appliquer les codes de la creator economy, donc je vais créer du contenu à forte valeur ajoutée complètement gratuitement pour réussir à capter l'attention des gens. Cette attention, c'est l'or digital du 21e siècle, et cette attention, je vais la convertir en lead pour mon business. C'est pour ça que je vous ai mis le poteau Théo Lyon. Théo Lyon, il a une boîte qui s'appelle Kudak, il fait 5 millions de chiffre d'affaires, et il explique que sur ces 5 millions de chiffre d'affaires, il dépense 400K chaque année en création de contenu. Donc ça lui réduit fortement sa marge, mais ça lui génère tellement de leads que pour lui, c'est important. Il est influenceur niche, influenceur B2B, mais il s'y retrouve complètement en faisant ça. Donc ça, c'est le premier cercle, c'est le personal branding, c'est les entrepreneurs qui sont devenus créateurs de contenu. Et moi, aujourd'hui, je vois encore un élargissement à ça. C'est en fait les grandes entreprises qui se sont dit, par exemple, Société Générale. On ne s'attache pas à Société Générale. Les gens ne s'attachent pas à une entreprise. Par contre, les gens s'attachent à un humain. Okay, donc ils se sont dit, ok, ce qu'il faut qu'on fasse pour faire du marketing, c'est en fait avoir une égérie en interne qui incarne la marque. Donc qui fasse du personal branding, mais à l'échelle d'une grosse boîte. Aujourd'hui, j'ai énormément de grosses boîtes qui me sollicitent pour leur faire des conférences sur le personal branding. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir une armée d'une 50aine d'ambassadeurs qui va incarner sur leur réseau les valeurs de l'entreprise. Mais pas en mode bullshit, ouais, ce qui est top à Société Générale, c'est ci, c'est ça et tout ça. Vraiment en parlant d'eux, de leur vie et tout ça. Et by the way, on voit sur leur profil qu'ils sont à Société Générale et du coup, ça fait de la pub pour Société Générale. Donc, le personal branding va encore s'éloigner. Et donc, en fait, c'est marrant. C'est-à-dire que les entrepreneurs ou des gros dirigeants de boîtes deviennent eux-mêmes des créateurs de contenu, créent du contenu avec forte valeur ajoutée pour capter votre attention et pour faire de la pub derrière sur leur entreprise. Voilà, écoutez, maintenant, pour la fin, ce que j'ai prévu, c'est de faire une petite ouverture pour ceux qui ne me connaissent pas sur un peu ce que moi j'essaye de proposer dans la creator economy. En termes de création de contenu, en fait, ce que j'ai voulu faire, je vous l'ai dit, c'est appliquer les codes de la creator economy, c'est-à-dire l'authenticité à ce que je connaissais, c'est-à-dire le monde corporate. Donc, j'ai monté un talk show, encore une fois avec ma boîte, qui s'appelle Talk Show Métier de Rêve. Ça a plutôt bien marché, c'est un des plus gros podcasts carrière en France aujourd'hui, sur tous les réseaux. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'interviewe quelqu'un pendant 2h30 qui me parle de son parcours et qui m'explique comment on en est arrivé là. Ce qui est cool, je trouve, dans les invités, c'est que j'ai réussi à faire en sorte que les personnes que j'invite sur mon talk show, on le sait, ils ont eu un super parcours. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient assez transparents au début sur le fait est-ce qu'ils viennent d'un milieu hyper privilégié comme moi, est-ce qu'ils partaient dans la vie avec 3000 km d'avance sur les autres, donc que ça soit assez transparent là-dessus. Et j'essaye aussi qu'ils soient transparents sur tous les échecs qu'ils ont connus, les problèmes de santé mentale qu'ils ont pu avoir. Moi, j'ai fait un burn-out et c'est un truc qui m'a, après coup, aidé. Ça m'a permis un peu de renaître de mes cendres et de comprendre vraiment ce que je voulais faire par la suite. Mais voilà, j'essaye qu'ils soient très transparents là-dessus. Et oui, je pense que c'est ça qui a fait le succès du talk. Encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais c'est que c'est un secteur, le monde corporate,
où les gens sont tellement bullshit que faire un truc assez authentique, où on parle vraiment de manière humaine, je pense que ça a pas mal plu aux gens. Donc voilà en termes de création de contenu, ça c'est le format principal. Il y a d'autres formats qui arrivent et voilà, on vous les annoncera bientôt, mais globalement, qui j'interviewe, des salariés qui ont eu des carrières prestigieuses, des créateurs de contenu, parce que je veux absolument continuer à mettre en avant la créateur économie en France, parce que je suis persuadé que ça va boomer, et dernière personnalité, des entrepreneurs. Ensuite, la deuxième partie de ce que je fais, donc vous l'avez compris, j'interviewe des créateurs de contenu. J'ai envie de participer à la démocratisation de la créateur économie en France. Et c'est pour ça, je l'ai déjà annoncé un peu en fin de vidéo, mais je vous refais l'annonce là. On organise avec 2 associés le plus gros forum B2B de la créateur économie à la fin de l'année. Ça sera à Station F en décembre. Il y aura un peu plus d'1 millier de personnes en B2B. Il y aura les créateurs de contenu, il y aura les agences, il y aura les plateformes concurrentes. C'est ça qui est intéressant, je trouve, parce qu'aujourd'hui, tous les événements de la créateur économie en France, c'est des événements un petit peu, excusez-moi le terme, mais un petit peu nombrilistes. C'est-à-dire c'est organisé par un seul acteur et il n'y a que des acteurs qui sont d'accord. Donc voilà, il y aura différentes plateformes qui sont concurrentes. Il y aura tout l'écosystème de la créateur économie, des monteurs, des graphistes et tout ça. Il y aura bien sûr des annonceurs, c'est ça qui intéresse les gens qui vont venir. Donc il y aura des annonceurs, des directeurs marketing qui s'intéressent à ce nouvel espace publicitaire. Et enfin, il y aura des personnes du gouvernement, et notamment les personnes du gouvernement qui ont bossé sur la loi des influenceurs en juin dernier. Le but de cet événement, et je terminerai là-dessus, il est triple. Le premier, c'est que faire un événement, ça coûte cher, donc c'est vraiment un événement ROI-driven. Il faut que chacun s'y retrouve et à la sortie de l'event ait des leads et puisse générer du business. Donc un premier objectif business. Un deuxième objectif, légitimité. J'ai encore un ancien collègue de Goldman Sachs, quand je lui ai expliqué ce que c'était la créateur économie, il m'a dit non mais la créateur économie c'est juste des vendeuses de shampoing à Dubaï. Donc voilà, je pense que surtout en France c'est encore un secteur qui est très méprisé. Donc voilà, légitimité. Et troisième truc, évangélisation. Toute la journée, il y a des keynotes, il y a des panels de discussion, en plus des stands où les gens font du business. Et on essaye d'expliquer les meilleures pratiques de la créateur économie. Moi-même, comme je vous le dis, j'ai encore plein de trucs à apprendre. Donc voilà, les gens expliquent les campagnes qu'ils ont fait, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, tout ça. Ok, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était intéressant. Je crois qu'on a un petit peu de temps pour les questions. Combien d'influenceurs nous avons ici, parmi vous? Vous levez vos mains? Non? Il y en a 150 000 en France, donc on a peut-être un avec nous. Donc il n'y a personne ici, d'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser, Joe Caris? Yes. Oui, merci pour l'interview, c'est super intéressant. Donc j'ai une petite boîte de talk show, plus liée dans l'e-sport, le gaming, et justement, cette idée de talk show, de faire en sorte d'exprimer les gens, comment elle t'est venue aussi à travers ton expérience? Bah, je te dis, moi je pense que en fait, il y a une réponse honnête et une réponse malhonnête à ça. Je pense qu'aujourd'hui, je dis oui, j'ai voulu rendre le succès accessible à ceux qui viennent d'un univers moins privilégié que moi. Je pense qu'aujourd'hui, certes, il y a peut-être un petit peu de ça, mais à la base, mon projet, c'est un truc complètement narcissique. Tu vois, c'est un truc. Je voulais être créateur de contenu parce que la créateur économie m'intéressait. Autant, je pense que j'ai été très honnête sur le fait que l'argent ne m'a jamais attiré, tu vois, à Goldman Sachs. Autant je pense que sur sur la notoriété, je pense que je suis plus attiré de manière malsaine que je l'ai été avec l'argent. Donc je suis entré dans la créateur économie un peu par passion. Après j'ai eu ce truc-là de la notoriété où je me suis dit, oh, putain, c'est cool, c'est gratifiant. Tu croises des gars dans la rue que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui te demandent une photo et tu as l'impression d'avoir de l'impact sur la vie des gens. Et ensuite, après, je me suis rendu compte, en fait, en faisant ce truc-là, en échangeant avec des gens comme vous, je suis hyper content en fait de tous les échanges que j'ai avec la communauté. J'ai eu un déclic de me dire, attends, mais tu te rends compte à quel point dans ta vie, tu as eu plein de trucs parce que tu es dans un univers hyper privilégié, tu vois. Et donc aujourd'hui, honnêtement, je le fais peut-être à 10% pour les autres en me disant, essaye de rendre un peu, et à 90% pour moi, tu vois. Voilà, ça c'est la réponse honnête. Alors, j'ai une petite question. Ouais. Donc, au début de cette présentation, vous avez parlé justement en fait, de cette explosion de création de contenu, des influenceurs, plus en plus. Pour moi, c'est absolument génial. Mais pour moi, j'ai juste une question en fait éthique. Ouais. Parce que en fait, en plus de problèmes en fait, de misinformation et en fait de fiabilité en fait de cette information que l'influenceur. Est-ce qu'il y a une moyenne en fait de se protéger de ce risque en fait? C'est ça. Cette explosion de contenu qui peut être en fait néfaste.
Je pense qu'effectivement, il y a un problème de légitimité des créateurs de contenu. Ouais. Voilà, il y en a qui vont parler de sujets qui n'ont pas forcément la légitimité pour parler. Mais je ne pense pas que les gouvernements ou les hommes politiques bullshit moins que les créateurs de contenu, pour être honnête. Je pense qu'il faut quand même respecter... Moi, je vois à quel point c'est dur de percer. Et encore, moi, je partais avec un immense atout parce que justement, j'avais passé 7 ans dans une banque, donc j'avais un petit peu de légitimité pour parler de ça. Mais ouais, je pense qu'il y a quand même un influenceur, un créateur de contenu qui a gagné la confiance de 100 000 personnes, de millions de personnes. Je pense quand même qu'il y a une forme un peu... démocratique de mérite, quoi, et qu'il n'est pas là par hasard. Je connais pas de gros créateurs de contenu qui soient là par hasard, honnêtement. Ok, super, merci. Une autre question, s'il vous plaît. Ouais, au fond, pardon. En attendant la question, je suis désolé, il y a un truc que j'ai quand même oublié de vous dire et c'est hyper important. Je vais vraiment vous remercier. Je sais que voilà, il y en a peut-être qui sont là aujourd'hui, il y en a plein dans la communauté qui me soutiennent énormément dans les commentaires. Je vois qu'il y en a qui ripostent sur leur LinkedIn et tout ça. C'est hyper important pour moi et ça me touche et tout, donc ça me fait trop plaisir. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien. C'était important. Je devais conclure là-dessus et j'ai conclu en parlant que de moi. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, dis-moi. Merci beaucoup d'être là, Jokeris. En fait, j'avais une question qui est en rapport avec l'économie des expériences. Tu vois, les meet and greet. Est-ce que selon toi, il y a de l'avenir pour une marketplace où les influenceurs ils vont pouvoir vendre des expériences avec leurs fans dans la vraie vie, à partager leur talent pour avoir une influenceuse beauté qui donne, admettons, des tutos pour bien se maquiller, un joueur de football de 3e division, il est aussi légitime qu'un de première division, mais peut-être qu'il peut gagner de l'argent en fait en vendant des expériences avec ses fans. Est-ce que pour toi c'est un modèle qui pourrait marcher en France? Parce que je sais qu'aux États-Unis ils font un peu ce genre de choses. Admettons n'importe quel influenceur en gros pourrait aller sur la marketplace, mettre à vendre des expériences de 30 minutes ou 1 heure, on va dire, où il va recevoir 10 ou 20 fans, et ils vendent des tickets comme admettons on va au cinéma par exemple, ou lorsqu'on va faire du laser game, tu vois ce que je veux dire, mais là c'est un partage de talent. Et tu as une expérience avec l'influenceur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah bien sûr, ça se fait déjà, tu vois. Moi, par exemple, il y a un truc dont j'ai pas parlé, un placement de produit, j'étais avec KPMG, et KPMG, ils voulaient faire découvrir leur métier. Et en fait, moi, j'étais sur place et on jouait aux jeux vidéo avec les étudiants d'école d'ingénieurs, tu vois, il y avait un partage d'expérience, et en même temps, ça faisait de la pub pour leur métier et tout ça, donc... Ouais, carrément. Ça, c'est un truc qui va continuer à se démocratiser, ouais, certain. Merci. Ok, bon, il faut qu'on arrête là. Merci beaucoup aux futurs influenceurs. Merci, Jokeris. Merci beaucoup. Merci, ciao.